On va donc commencer par un petit jeu. Ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en situation. Vous êtes sur un projet, vous devez écrire un rapport de 15 chapitres. C'est la première fois que vous faites ça. Vous allez du coup faire votre première expérience de combien il vous faut de temps pour écrire ce rapport de 15 chapitres. Pour cela, ce qu'on vous propose, c'est de simuler votre avancement d'écriture en lançant des dés. Donc pour cela, vous avez un QR code qui vous permettra d'arriver directement sur une appli qui vous permet de lancer des dés. Le but du jeu est donc d'écrire 15 chapitres et ce qui s'affiche sur votre dé vous donne le nombre de chapitres que vous avez réussi à écrire pour la journée. Donc si ça vous va, ce que je vous propose, c'est donc de vous connecter sur l'application, de faire vos lancers de dés et de nous dire dans le chat combien de tours il vous a fallu pour arriver à 15 ou plus. On va s'arrêter ici. Il y en a qui ont été plus chanceux que d'autres, mais globalement, j'ai vu un 7, un 6, un 3, je crois, et puis pas mal de 4 et de 5. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, vous avez fait votre première expérience de ce qu'était cette tâche d'écrire un rapport de 15 chapitres. Ce qu'on va vous demander maintenant, c'est un chef de projet vient vous voir, vous demande de refaire cette tâche que vous avez déjà faite et dont vos pairs vous ont déjà donné une petite illustration de combien de temps ça peut prendre. Donc le chef de projet vous demande maintenant d'estimer le temps qu'il vous faudra pour atteindre cet objectif de 15 chapitres, pour lui pouvoir faire sa planification et le mettre dans son planning projet. Donc vous allez pouvoir utiliser votre expérience et celle de vos pairs pour voir quel délai vous annoncez. Petit point de vigilance quand même, c'est un projet qui est prioritaire pour l'entreprise et qui est suivi très près par la direction. La direction a donc choisi d'indexer vos bonus directement sur la tenue de vos délais. Donc si vous ne tenez pas votre délai que vous annoncez, eh bien, vous n'aurez pas votre bonus cette année. Donc là, pareil, même fonctionnement, dans le chat, donnez-nous votre estimation de temps pour pouvoir atteindre cet objectif. Quel temps vous allez annoncer au chef de projet? Alors, on va vous faire un petit retour statistique sur ce que vous avez tiré avec vos dés et sur ce que vous avez annoncé. Ah, oui. Donc voilà ce que ça a donné. En bleu, vous avez à l'écran du coup ce que vous avez réellement fait sur le premier tour, quand on vous a du coup demandé de jouer pour de vrai et de faire le rapport et que tout le monde a répondu là-dessus. Donc vous voyez la répartition, on a une majorité qui ont terminé en 4 tours. On a une chanceuse, je crois, qui a terminé en 3 tours. Et après, une grosse partie du groupe qui a terminé en 5 et quelques-uns qui ont terminé en 6 puis en 7. Quand on vous a demandé de faire l'exercice d'estimation, on voit que l'estimation future a complètement glissé en durée pour le même boulot, hein, on est bien d'accord, sur lequel vous avez du coup une concentration très forte sur 6, un petit peu sur 7, 8. Il y a quand même un optimiste qui nous a annoncé un délai de 5. Mais globalement, on a ce décalage-là entre le délai réalisé dans le passé et le délai annoncé dans le futur. Et juste pour illustrer, hein, on a statistiquement, voilà ce que ça donne. Pour 100 lancers, enfin 100 joueurs, voilà ce que ça donne. Donc vous avez une courbe, même si vous êtes un peu moins nombreux, qui ressemble quand même fortement à ce que serait une courbe statistique sur le sujet. Et Christian va vous en dire un petit peu plus maintenant sur pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi on fonctionne comme ça en tant qu'être humain. Voilà. Donc, en gros, là, ce qu'on voulait illustrer par le petit jeu, je remercie à tous d'avoir participé, c'est que ça illustre bien sûr déjà la variabilité. Hein. D'une manière générale, vous voyez qu'avec les mêmes règles du jeu, et c'est vrai dans beaucoup de tâches qu'on a réalisées dans la vie réelle, on a une difficulté à estimer une durée d'une tâche dans un planning pour plusieurs raisons. C'est que naturellement, les tâches ont de la variabilité. Et en plus, quand on est en gestion de projet, on estime avec quelque chose une part d'inconnu. Donc, on a un double effet de variabilité, aussi bien par le fait que chaque fois qu'on fait quelque chose, ce n'est pas toujours exactement reproductible. Et en plus, on a une part d'incertitude par l'estimation. Et tout ça pour dire, en gros, que déjà à la base, la planification n'est pas une science exacte. Et bien sûr, donc, quand on voit le genre de courbe qu'on a ici, c'est issu de la théorie des contraintes et de l'approche de la chaîne critique. Ça nous dit que globalement, par rapport à la statistique générale, on a plutôt tendance à se marger quand on annonce des délais
d'une tâche. C'est naturel, hein, on essaye de tenir le délai et de ne pas être le mouton noir qui a fait que le planning a dérivé. Le constat qu'on pourrait dire, c'est qu'avec tout ça, globalement, les projets auraient plutôt tendance à se terminer en avance, puisque tout le monde s'est margé. Et en fait, quand on interroge les entreprises, on a plutôt tendance à voir que les projets vont terminer en retard. C'est ce qui va, voilà, c'est ce qu'on va vouloir illustrer par la méthode de la chaîne critique. C'est ce qu'on va détailler un peu plus par la suite. En tout cas, cette variabilité, c'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi bien au niveau des projets, hein, pour se dire il va falloir la prendre en compte et la maîtriser, et puis aussi au niveau du portefeuille projet, qui va être aussi le sujet du jour. C'est-à-dire que vous doutez bien qu'avec des projets qu'on ne maîtrise pas trop, des entrées, des sorties et d'autres éléments qui viennent perturber, qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir tous les jours, on ne peut pas tout faire rentrer comme la planification, ce que j'aime bien dire, ce n'est pas une science exacte, et on ne peut pas tout calculer à l'avance. Alors, quelles pourraient être les réactions? La première réaction qu'on aura envie de dire, hein, quand on voit qu'on n'arrive pas à tenir son délai, c'est mettez-vous des marges délai sur des tâches. Et c'est un peu ce qu'on vous a incité à faire en vous disant, ben, voilà, attention, hein, si jamais vous ne tenez pas vos délais, votre bonus va en pâtir. Et dès qu'on met, et plus on va mettre la pression, plus les personnes vont marger. Mais au final, c'est plutôt la porte ouverte à faire beaucoup d'autres choses en parallèle et faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire du multitâche et de pas se mettre tout de suite. C'est plusieurs syndromes qu'on peut expliquer après, qui vont être des syndromes comportementaux, mais qui vont faire que vous avez beau rajouter du délai sur les tâches vont pas aller, le projet ne va pas aller plus vite, bien au contraire. Une autre façon de faire, ça pourrait dire, ben, on va mettre l'organisation sous stress. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on vous recommande, hein, parce que bien entendu, vous allez perdre vos équipes et il n'y aura aucun intérêt. Et puis de toute façon, les organismes vont s'adapter au stress que vous allez leur mettre pour se marger d'une façon ou d'une autre ou en étant moins transparent sur la réalité des choses. Alors, si je prends un peu de recul, on peut dire qu'il y a des méthodes comme les méthodes agiles, hein, avec des cycles de réajustement qui permettent justement de continuellement se réajuster à la variabilité. Hein. Vous avez décidé pour le prochain sprint, hein, dans les méthodes Scrum de faire un certain nombre de tâches à réaliser. Vous les avez priorisées. Si vous ne faites pas tout, ben, ce n'est pas grave. Ce que vous n'avez pas fait, c'est reversé dans le prochain sprint. Si vous, au contraire, ça s'est très bien déroulé, ben, vous êtes allé quasiment jusqu'au bout, voire même vous avez été capable de prendre une chose en plus, et puis après, vous relancerez un sprint. Donc, naturellement, l'agile, c'est une méthode qui s'adapte à cette variabilité. Nous, on va vous en parler d'une autre, qui est la méthode de la chaîne critique. Hein, ça s'appelle CCP, un Project Management, donc c'est issu de la théorie des contraintes. Et c'est particulièrement bien adapté pour des projets un peu plus prédictifs. On a quand même besoin de décrire ce qui va nous arriver dans le futur, mais tout en prenant en compte cette variabilité. Donc, je laisse la parole à Guillaume pour vous expliquer en 2 mots en quoi consiste la chaîne critique. Donc le sujet, c'est bien toujours de se prémunir de cette variabilité qui existe et qui est un fait, qui est une donnée pour toutes les entreprises et probablement de plus en plus. Le but du jeu, c'est de mutualiser la protection que chacun se met individuellement au niveau de ses tâches, au niveau du projet. Et donc de venir réduire la durée des tâches individuelles pour, d'une part, contrecarrer les effets négatifs dont parlait Christian tout à l'heure, dont le multitâche, encourager les ressources à commencer et surtout à finir ce qu'elles ont commencé, et ensuite, quand même ne pas ignorer cette variabilité, donc avoir un buffer commun pour l'ensemble du projet, et donc réduire les marges qu'on a dans toutes les tâches. Alors avec une autre approche aussi, hein, qui diffère du chemin critique avec lequel on a l'habitude de planifier nos projets, sur lequel on va venir évidemment prendre en compte l'ensemble des ressources. Donc sur le petit schéma que vous avez à gauche, vous voyez que la couleur des tâches sont en fait des ressources. Et donc là, sur la gauche, on demande à jaune de travailler en parallèle sur 2 tâches. Globalement, on va avoir tendance à allonger la durée des tâches en faisant ça. La chaîne critique vient résoudre ces conflits de ressources en incitant à bosser à 100%, ou en tout cas au plus proche de 100% sur une seule tâche. Et donc la chaîne critique, ce qu'on va venir suivre, va changer. On va plus suivre la tâche bleue, puis la jaune, puis la verte, qui serait du coup purement délai sur le chemin critique. On va suivre la jaune, puis la jaune, puis la verte à nouveau. Et évidemment, on va suivre tout ça sur la consommation du mouvement.
L'enjeu derrière tout ça, c'est d'avoir une exécution qui soit dynamique, puisqu'on le sait, hein, dans les projets, le moindre aléa, une découverte d'une tâche nouvelle qui n'avait pas été anticipée peut remettre en cause l'ensemble du chemin et de la chaîne critique. Et donc, le petit outil pour suivre ça, c'est le Fever Chart, qui est le cadran que vous avez sur la droite, sur lequel on va venir suivre l'avancement du projet et la consommation du buffer. Ok, donc là, on était sur l'application de la théorie des contraintes sur un projet et une bonne manière de piloter les projets au travers de la chaîne critique. Maintenant, on va aborder une autre thématique qui est comment piloter un portefeuille projet, où là, l'objectif, ça va être de prioriser l'ensemble de quantités de valeur produites par tous les projets. Et donc, un petit schéma pour illustrer, il faut se dire que dans tous les projets, vous allez passer par différentes ressources et vous aurez forcément une ressource qui va être plus, soit un moyen, soit une compétence qui va être plus contrainte que les autres, qu'on va appeler ressource boulot ou enfin, bien sûr ou la contrainte. Et c'est cette ressource-là qui va limiter la création de valeur de l'ensemble de votre système. Et bien entendu, ce que nous dit la théorie des contraintes, c'est que tout système aura sa contrainte. En général, cette contrainte, elle est légitime, c'est-à-dire que ça va être une ressource qu'on ne peut pas du jour au lendemain multiplier par 2, on ne peut pas faire ce qu'on va appeler élever dans la théorie des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas très facilement résoudre la difficulté qu'elle pose d'être limitante. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de maximiser la quantité de valeur, je l'ai bien dit, et non pas, et ça c'est le premier paradoxe, hein, chercher à maximiser la charge de toutes les ressources, ce qui peut être contre-productif. Hein. Vous voyez bien que si on bourre en amont les ressources qui sont dans les opérations amont, on va plutôt embouteiller au niveau du goulot, et le goulot non seulement ne va pas réussir à aller plus vite pour autant, mais en plus il va falloir qu'il passe son temps à arbitrer sur des demandes qui lui viennent et qui ne correspondent pas. Donc en fait, on va plus créer de la désorganisation que de l'organisation à trop charger en amont notre pipe. Gérer un portefeuille, ce n'est pas du Tetris, parce qu'un des paradoxes, c'est de vouloir, comme je l'ai dit à l'instant, vouloir utiliser toutes les ressources et donc bourrer à l'entrée, mettre trop de projets. Et le fait du Tetris, on a l'impression qu'on est satisfait, qu'on a bien rempli toutes les cases, il n'y a aucun vide. Et c'est un peu ce qu'on peut avoir mentalement comme image pour certains en termes de management, de se dire c'est bon, j'ai bien occupé toutes mes ressources. Alors qu'en fait, le vrai focus doit être mis sur la valeur des projets qui doivent passer à travers votre pipe et faire en sorte que ces projets-là passent le plus vite possible. Et le meilleur score, ce n'est pas en ayant rempli bien toutes les lignes, toutes les cases, mais c'est en ayant favorisé les formes qui rapportent le plus et on fait en sorte qu'elles traversent le jeu le plus rapidement possible. Donc, ce n'est pas les règles du Tetris qu'il faut avoir comme image pour gérer un portefeuille de projet. Donc, ce qui va vraiment nous intéresser, je vais donner la main après dans peu de temps, parce que vous verrez à travers le témoignage, mais on va être vraiment sur 3 thématiques à devoir gérer. La première chose, c'est bien manager le flux d'entrée. Hein. J'ai dit qu'il faut éviter d'être trop l'embouteillage à l'entrée, donc on va devoir manager le flux d'entrée. La deuxième chose, c'est faire en sorte que les projets, quand ils sont lancés, ils aillent le plus vite possible. Donc on va s'intéresser à la dynamique de chaque projet. Et troisième point majeur, c'est faire en sorte que quand il y aura des conflits, on soit capable d'arbitrer à bon escient dès qu'on aura une ressource, et en particulier la ressource contrainte du portefeuille, mais à chaque fois qu'on aura des conflits de ressources, être capable d'arbitrer à bon escient. Et donc ça nous amène sur 3 types de gouvernance sur lesquels on s'est penché et qui ont été appliqués, comme vous allez voir dans l'illustration qui va suivre. Une gouvernance qu'on va appeler une gouvernance stratégique au niveau du portefeuille. L'objectif, c'est de lancer les bons projets. Hein, c'est le titre du webinaire, c'est de se dire quels vont être les meilleurs projets à lancer compte tenu de mes capacités à faire. Et pour ça, donc, il faut bien sûr pouvoir sortir une roadmap explicite, c'est la donnée de sortie. Bien sûr, on a besoin de pouvoir identifier les contraintes, vous avez besoin d'avoir un plan de charge à moyen terme qui soit cohérent et pouvoir calculer le flux de valeur que tout ça, cela va créer.
Un deuxième type de gouvernance à mettre en place, c'est une gouvernance qu'on va appeler cette fois-ci opérationnelle. Ça, ce sont pour les projets lancés. Il va falloir arbitrer les conflits entre projets parce qu'il y en aura quand même. Et dans ce cas-là, la donnée d'entrée pour pouvoir le faire, il faut avoir des plans de charge qui soient plus sur le court terme et qui soient vraiment lisibles. Parce qu'il ne suffit pas de se dire ça passe dans le budget, donc on a résolu le problème. Mais non, peut-être qu'il y a une vraie contrainte dans la semaine qui vient. Et là, cette fois-ci, il va falloir arbitrer pour une ressource pour dire qu'est-ce qu'elle doit faire la semaine qui vient. Et bon, bien entendu, l'objectif, c'est d'éviter le multitâche. Et c'est la bonne façon de faire, c'est de donner des priorités pour ça. Et une troisième gouvernance qu'on ne va pas trop aborder aujourd'hui, mais qui est tout autant nécessaire et qui existe en général dans les entreprises, qui est la gouvernance projet, pour chaque projet en tant que tel, hein, qui a toujours besoin d'avancer au plus vite. Donc cette fois-ci, cette gouvernance, elle s'assure que chaque projet avance correctement, avec les ressources a priori disponibles, une maîtrise des risques, de surveiller les aléas, l'engagement des équipes. Donc pour ça, bien entendu, la méthode de la chaîne critique est un excellent outil pour le faire, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets en chaîne critique pour bien sûr le faire et puis pour répondre aux deux autres thématiques. Merci à nouveau à Nicolas, Claude et André d'avoir préparé à la fois la présentation des dates et puis aussi surtout de vous faire part de l'expérience qu'ils ont eue. Et voilà, je leur laisse la parole. Merci. Merci et rebonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter un petit peu notre retour d'expérience là sur la mise en place de la théorie des contraintes chez LabTMS. Donc on va faire cette présentation à trois. On va parler d'abord quelques éléments de contexte sur l'entreprise, qui on est, ce que l'on produit, et puis ensuite on rentrera dans les détails des déclencheurs et puis des différents enjeux qu'on a dû traiter, et puis ce qu'on a réellement et concrètement mis en place. Donc tout d'abord, l'entreprise LabTMS, donc nous sommes une entreprise concepteur de dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux qui sont basés sur des technologies d'ultrasons, donc ce qu'on appelle les ultrasons thérapeutiques, avec voilà, deux technologies exclusives, ce qu'on appelle les ultrasons focalisés de haute intensité et puis la lithotripsie extracorporelle par onde de choc. Voilà, donc nous sommes une fabricant de dispositifs médicaux, nous sommes également distributeurs d'un certain nombre de produits complémentaires aux nôtres, principalement dans le domaine de l'urologie et puis bientôt de la gynécologie. Voilà, la vision globale de l'entreprise, c'est de faire en sorte que notre technologie d'ultrasons focalisés devienne un standard thérapeutique pour l'ablation de tissus mous. Nous sommes une entreprise qui est entièrement intégrée, donc ça signifie que voilà, en tout cas à Lyon, qui est le siège du groupe, on regroupe toute la partie R&D, clinique et réglementaire, toute la partie opération industrielle, donc intégration de produits, le marketing, les ventes et puis la partie formation et service client. Quelques chiffres relatifs à l'entreprise. Donc, alors, la particularité, c'est que nous sommes donc une entreprise à la base française, mais qui est cotée au second marché américain, donc au Nasdaq. On a généré un peu plus de 55 millions de chiffres d'affaires en 2022. On est 250 personnes environ dans le groupe, en expansion. Voilà, donc on a le siège en France, à Lyon, et puis des filiales un peu partout dans le monde, États-Unis, Japon, Corée, Malaisie, Allemagne, principalement. Voilà. Et donc nous travaillons l'entreprise existe depuis une quarantaine d'années. La particularité de notre entreprise, là je fais un focus vraiment sur la partie R&D, c'est qu'on évolue dans un écosystème de recherche avec des partenariats assez forts sur le plan de la recherche fondamentale avec un laboratoire académique INSERM, dont on a une unité à Lyon qui est spécialisée dans les ultrasons thérapeutiques, et puis la recherche clinique avec des partenaires également lyonnais, le Centre Plambérard et les Hospices civils de Lyon. Et puis nous, l'entreprise LabTMS qui complète le trio et qui se charge de la conception, de la fabrication et de la commercialisation finalement des technologies qui sont développées dans le cadre de ce consortium.
Pour illustrer un petit peu ce que l'entreprise fait, vous avez ici, donc en bas à droite, l'image d'un de nos derniers produits qui s'appelle le Focal One, qui est un dispositif qui permet de traiter le cancer de la prostate par ultrason thérapeutique. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui regroupent un certain nombre de technologies, donc évidemment beaucoup d'acoustique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique, voilà, avec une grosse composante software dans nos machines. Donc voilà, c'est un produit complet qui permet donc de pouvoir à la fois localiser la zone malade dans la prostate, pouvoir ensuite cibler cette zone et délivrer un traitement, et en fin de traitement, pouvoir valider la zone qui a été traitée en utilisant des technologies d'imagerie échographique notamment. Voilà, donc une machine qui est sur le marché depuis 2013, sans doute plus de 60 000 traitements maintenant effectués. Voilà, et puis donc une grosse activité d'études cliniques, etc. pour confirmer, valider donc le bien fondé de ces nouvelles technologies qui viennent en compétition avec bien sûr des technologies plus classiques de chirurgie, etc. Donc voilà un petit peu l'écosystème dans lequel on évolue. Et donc j'en viens finalement assez rapidement maintenant à la partie gestion de projet. Donc l'entreprise, comme vous l'avez vu, voilà, commercialise des produits depuis de nombreuses années. Donc gérer les projets, on sait faire. On a besoin néanmoins, on a ressenti le besoin de s'améliorer. Alors les caractéristiques de nos projets, hein, je pense qu'elles sont partagées sans doute par certains d'entre vous. Déjà une grosse incertitude technologique et clinique, c'est-à-dire qu'on développe des produits qui doivent traiter, soigner des gens. Donc il y a une énorme incertitude entre le moment où on pense à développer quelque chose et puis la manière dont on le met en œuvre petit à petit, de manière à ensuite valider qu'effectivement cette technologie apporte un bénéfice. Donc il y a une grosse incertitude à ce niveau-là. Et puis un mix technologique important. Voilà, encore une fois, nos produits intègrent beaucoup de technologies, ce qui complexifie les choses. On a aussi dans ce cadre-là, dans le cadre de ces développements, des ressources externes qui sont. On a besoin de ressources externes, donc qui ne sont pas complètement maîtrisées par EDAP. Et souvent, ces ressources sont sur le chemin critique, donc ce qui complexifie encore un peu plus la gestion. Donc on parle donc, évidemment des laboratoires, d'hôpitaux, mais également d'organismes nationaux qui permettent de valider nos dispositifs et de nous autoriser la commercialisation. Donc là aussi, beaucoup d'échanges, des temps de traitement de dossiers assez longs, etc. Donc ça complexifie d'autant plus la gestion de projet. On est sur des technologies, sur des produits voilà, qui mettent plusieurs années à être développés. Donc il faut avoir une vision à plus de 5 ans sur le développement du produit et en même temps une vision court terme pour pouvoir avancer et satisfaire la vision long terme. Donc c'est vraiment complexe. Beaucoup de services de l'entreprise sont impliqués, donc on n'est pas c'est pas qu'un projet de R&D, hein, c'est un projet d'entreprise, donc d'autres services bien sûr composent ce projet, donc il faut gérer. Et puis ces projets, ils ne sont pas seuls, donc il y a un portefeuille de projets qui est déjà bien garni et il faut bien maîtriser ce portefeuille, savoir exactement comment on va pouvoir lancer les projets, à quel moment et comment le nouveau projet va impacter ceux qui sont déjà en cours. Donc voilà, donc c'est ce qu'on résume en disant que là, il faut prioriser le court, le moyen et le long terme, sachant qu'on avait déjà fait nous un pas dans la gestion de ces activités-là en intégrant Jira dans notre environnement de gestion de projet. Mais on a ressenti le besoin de s'améliorer encore sur la méthode de gestion de projet pour vraiment essayer d'avoir une approche globale au niveau du portefeuille. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues qui vont rentrer un peu plus dans le détail des choses. Merci Nicolas. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous parler du constat, ce que l'on a pu faire comme constat il y a quelques années, 2 ans maintenant, c'était un peu avant Covid. C'est qu'on avait tous la volonté de travailler en mode plus multi-projet, mais on n'y arrivait pas finalement, puisqu'on était chacun avait son projet et le traitait de façon indépendante, mais on n'arrivait jamais à croiser les données ensemble. Le deuxième constat, c'était que souvent, lorsqu'on réalisait nos plannings, c'était des plannings qui étaient réalisés sous MS Project, donc des Gantt, on les réalisait par rapport à une date qui était imposée par la direction, qui était la date de mise sur le marché. Donc on faisait plutôt du rétro-planning
plutôt que du planning en mode TOC, en mode théorie des contraintes. Donc ça, c'était très déroutant pour nous, puisqu'on venait affecter des durées. On n'affectait pas forcément des ressources et on avait un planning qui remontait dans le temps et qui n'était pas forcément juste. On travaillait également beaucoup en multitâche, hein, donc ce qu'on appelle le monde paupier chez nous, c'est qu'on gérait l'urgence et on avait tendance à tout vouloir faire en même temps pour pouvoir avancer la totalité des projets sans pour autant bien y arriver. Donc, on n'avait pas, bien sûr, de gestion globale des ressources puisqu'on ne les gérait pas au niveau des Gantt. Et systématiquement, on était en retard sur nos projets. On n'avait pas forcément d'explication puisqu'on essaye de faire au mieux, mais généralement, nos projets étaient en retard. Et surtout, on ne remontait pas l'information. On avait peu de partage de nos contraintes et des problématiques qui étaient liées à ces retards. Donc, ça générait chez nous de la frustration, des conflits, de la stigmatisation. Donc, c'était pas très productif. Les éléments déclencheurs qui nous ont poussés finalement à se dire il faut qu'on s'améliore, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, ça a été, dans un premier temps, il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, l'arrêt complet d'un projet qui avait débuté, comme disait Nicolas, ce sont des projets qui sont très longs, à long terme, 4-5 ans. Je crois qu'il avait plus de 5 ans ce projet, il avait été initié il y a plus de 5 ans. Et à, je dirais, quelques mois de sa sortie, il a été complètement arrêté. Ça a été un premier élément déclencheur en se disant « Waouh, effectivement, on a pris du retard sur ce projet. On a tellement pris de retard que finalement, le retard fait qu'on a été obligé d'arrêter un projet. » Juste pour l'info, c'était un projet quand même où on avait fait les pré-séries, on était arrivé jusqu'aux pré-séries, hein, donc avec les achats dans la boucle, avec des conséquences financières assez importantes, et puis donc aussi des conséquences, on dirait, sur les équipes qui ont été importantes en termes de réception de cette nouvelle et de motivation. C'était quand même assez désastreux chez nous. Deuxième élément déclencheur, je pense que ça a été aussi le cas peut-être pour beaucoup de personnes, c'était la Covid-19, hein, le confinement qui nous a fait réfléchir. Donc l'arrêt de ce projet est arrivé au tout début, lors du premier confinement. On nous a annoncé par le biais d'une réunion sur Zoom, notre direction nous a annoncé comme ça qu'on arrêtait le projet. Donc imaginez le confinement plus l'arrêt du projet en même temps. C'était vraiment des éléments forts. Un élément aussi déclencheur, c'était le départ à la retraite de notre directeur R&D, qui était une personne emblématique, qui était là depuis plus de 30 ans également, qui est parti à la retraite. Donc, changement global de stratégie à ce moment-là. Et puis, également, un élément fort, c'était le renforcement des exigences réglementaires chez nous, dans le domaine médical, avec notamment, je sais que certains connaissent, la transition MDD-MDR, qui est forte chez nous et qui impacte beaucoup les délais de nos projets et puis les ressources nécessaires pour mettre en place toutes nos certifications de marquage CO. Juste par rapport au départ à la retraite de notre directeur R&D, en fait, c'était quelqu'un qui chapeautait toute la R&D. Et du coup, en fait, quand il est parti à la retraite, on s'est aperçu qu'on n'arriverait pas à la remplacer par une seule personne. Donc, c'est là où on a un CEO qui est arrivé dans la société et qui a mis en place une transformation, en fait, une réorganisation. Et du coup aussi, la TOC est arrivée dans ce contexte de réorganisation du global de la R&D avec l'arrivée de nouveaux chefs de projet et du coup la création des postes de programme manager qui n'existaient pas avant chez LAP. En termes d'industrialisation et d'innovation, donc Claude et moi, qui étions en fait à des postes différents, chef de projet et responsable méthode avant. Donc ça a été vraiment ce départ a vraiment généré une réorganisation complète de la R&D. Donc dans la mise en place de la méthode, on a été donc bien sûr sensibilisé, formé à la TOC, donc par l'intermédiaire du cabinet Optique Ressources, donc de Christian et Guillaume ici présents, qui nous ont bien formés. Okay. Nous ont aidé également à choisir les outils. On a pris la décision d'utiliser l'outil Lynx pour la planification et la gestion des ressources, qui utilise la TOC et les buffers associés à la formation, qui nous ont permis de mettre tout ça en place. On a ensuite construit le portefeuille projet de l'ensemble de projets qui étaient en cours. Et enfin, on a mis en place des gouvernances opérationnelles et stratégiques pour alimenter tout ça.
La première étape a été la mise en place du portefeuille. Ça n'a pas été simple parce qu'on avait beaucoup de projets, on en avait plus de 120 qui étaient en cours. Donc il a fallu quand même se focaliser, faire un tri. Et on a pris parti de ne sélectionner que ceux qui avaient un fort impact R&D, donc des charges importantes au niveau du service, pour pouvoir qualifier tout ça. Donc on est parti de nos plannings Gantt que l'on a récupéré au niveau de Lynx et on a mis en place, ces chefs de projet qui ont énormément travaillé là-dessus, étaient restructurer, je dirais, ces plannings en y affectant des ressources, des durées pour avoir un planning le plus juste possible. Donc, ce que j'ai appelé des projets héritage, c'est des projets qui ont été lancés, mais qui étaient déjà lancés par avant, qui avaient déjà des dates de fin qui avaient été imposées ou qui avaient été annoncées à un moment donné. Et on s'est rendu compte, quand on a lancé la première fois ces projets dans Lynx, qu'ils étaient tous en rouge. C'est-à-dire que, techniquement parlant, les buffers étaient soit déjà consommés dans le rouge, soit complètement explosés. C'est-à-dire que la date de fin que nous donnait Lynx était complètement à l'ouest en termes de sortie de projet. Donc il a fallu remanier tout ça, dialoguer, remettre en place un peu ces plannings. Et en parallèle, on a à ce jour réalisé 3 nouveaux projets selon la méthode, réellement la méthode TOG, en méthode collaborative, c'est-à-dire qu'on a réuni autour d'une table l'ensemble des participants et des métiers autour auxquels gravitent les projets, donc AR, SAV, production et autres, pour construire ce qu'on a appelé des plannings collaboratifs grâce à Christian, c'est lui qui nous a accompagnés dans cette démarche. L'idée était de se mettre autour d'une table avec des post-it et que chacun puisse, dans son domaine, dire voilà de quoi j'ai besoin à tel moment. Donc on est parti d'un PERT avec des post-it un peu de partout pour construire progressivement le Gantt sous Lynx et ensuite affecter des charges et des durées à ces projets de façon à pouvoir construire des vrais plannings dans Lynx sous la méthode de la théorie des contraintes avec des vrais buffers calculés par le logiciel. Donc aujourd'hui, on a 18 projets qui sont lancés. Ce qu'on vous présente un peu sur la droite, l'image qui est à droite, ce sont différents projets qui sont aujourd'hui en cours. La méthode collaborative, excuse-moi Claude, c'est en fait quelque chose de vraiment nouveau chez nous et je pense que c'était vraiment un plus en termes je dirais par rapport à l'expérience passée. Moi, j'étais chef de projet. Avant, on faisait des plannings, je dirais, sous project et en fait, le chef de projet était plus ou moins tout seul à les faire. Forcément, il allait voir les différents métiers, il allait demander, il allait faire son planning, mais c'est lui qui le gérait tout seul et il était face à son planning, face à son projet et c'était quand même compliqué des fois de l'assumer. Là, en fait, la méthode collaborative, elle a permis vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Bon, il a fallu quand même qu'on explique la méthodologie de la TOC, mais ensuite, ça responsabilise les gens, ça les met tout de suite dans le projet. C'était vraiment très bien. Enfin, nous, on a trouvé ça super bien parce que ça a vraiment donné une autre dimension à la notion du planning, en fait. Puisque tout le monde est concerné, tout le monde est impliqué et surtout tout le monde amène sa propre vision des choses et comme ce sont des spécialistes, ils savent bien coder les tâches que nous, forcément, on n'était pas spécialistes dans tous les domaines, des AR, des affaires réglementaires ou cliniques. Donc là, en fait, ces gens-là viennent et amènent leur expérience, leur retour d'expérience sur les projets. Et donc, ce planning collaboratif, il est à la fois bien parce qu'on le partage et aussi parce qu'il est plus vrai par rapport à l'évaluation des tâches, en fait. Donc, c'était pour moi, je pense que pour nous, c'était vraiment une des grosses expériences, une des grosses plus-values du travail qu'on a pu faire, en fait. Et après, c'est pas tout ça. Après avoir mis en place le portefeuille, on a commencé à travailler sur la gouvernance stratégique. Donc l'idée, comme l'a expliqué Christian tout à l'heure, c'était de pouvoir maîtriser dans un premier temps le flux d'entrée. En fait, c'est l'objectif de la gouvernance stratégique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un portefeuille projet qui est existant, avec des charges, des durées et des dates de fin qui sont annoncées. Quel est l'impact de ces nouveaux projets sur le portefeuille existant? Le deuxième objectif de la gouvernance stratégique, c'est d'identifier les contraintes. Donc, effectivement, l'apport d'un nouveau projet sur des ressources existantes, ça va forcément avoir un impact. Qui est contraint et comment résoudre cette contrainte, comment faire en sorte que le projet puisse rentrer et puisse respecter et être réalisé dans les temps. Et enfin, le but de cette gouvernance stratégique est d'arbitrer, pouvoir arbitrer
en se disant oui, on accepte qu'un projet qui était déjà initié dans le portefeuille glisse un peu ou pas, ou que le nouveau projet que l'on doit rentrer soit traité 1 mois, 6 mois ou 1 an après, ou pas du tout. C'est un peu le but de ces gouvernances. Donc au niveau de l'organisation, c'est tous les responsables métiers qui sont présents lors de cette gouvernance, donc aussi bien AQ, AR, production ou autre. On la réalise tous les moments, on essaye en tout cas. On peut éventuellement en déclencher une si le besoin se fait sentir, puisqu'un nouveau projet arrive dans l'urgence. Et comment on travaille ces gouvernances stratégiques? On propose des scénarios, c'est-à-dire que voilà, on a un nouveau projet qu'on a plus ou moins planifié, ce qu'on appelle la planification N1 au niveau de la petite représentation, le petit graphique qui est à droite. Planification grossière, les charges et les ressources, et voilà quel impact ça peut avoir sur le portefeuille existant avant d'aller sur une planification beaucoup plus fine en mode collaboratif et autres. Donc à ce jour, on en a mis 3 en place. Les 2 premières ont permis de faire un état des lieux, de prioriser un peu les projets qui étaient existants. La 3e, qui a eu lieu il y a 2 mois à peu près, nous a permis d'arbitrer un projet qui était litigieux. On avait 2 projets soft qui arrivaient en parallèle et on n'avait pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Il a fallu faire un moment un arbitrage en disant celui-ci est prioritaire sur l'autre et l'autre ne sera géré que plus tard. Mais quelle est l'incidence de gérer ce projet plus tard? Et donc, les scénarios nous ont permis de mettre en évidence cette problématique, aussi bien en termes de charges et de contraintes qu'en termes de solutions à proposer au niveau des projets. Et donc le 4e est à venir avec plein de scénarios qui sont aujourd'hui dans nos systèmes et que l'on doit présenter pour pouvoir acter et valider des dates qui nous sont proposées par Links. Donc, comment on fait cette gouvernance stratégique? On commence par le fever shack. Guillaume l'a dit tout à l'heure, c'est un élément clé au niveau de Links et au niveau de la TOC. Donc, on voit finalement l'avancement de chaque projet par rapport au buffer qui est consommé. Donc, ça nous permet de nous dire, ce projet, on est sûr de ne pas le réaliser. Dès qu'on dépasse les 100%, on a de fortes chances de ne pas y arriver. Par contre, quand on est dans la zone orange ou verte, on est bien, donc occupons-nous plutôt des projets qui sont dans le rouge et comment faire en sorte de les ramener progressivement dans la zone orange pour faire en sorte de respecter, car l'objectif quand même de toutes ces gouvernances, c'est de respecter nos délais et c'était l'objectif principal de la mise en place de la TOC. Donc comment fonctionne la fever chart? On voit un peu derrière, c'est à partir des gantes de Links, on voit des tâches qui sont terminées et qui génèrent finalement l'état d'avancement du projet. Et puis le buffer qui est consommé, on le voit en orange en bas, qui en fonction du reste à charge dans Links et de la chaîne critique va déterminer la consommation du buffer et donc l'état d'avancement global du projet. Le deuxième point que l'on aborde dans cette gouvernance stratégique, c'est bien sûr la contrainte. C'est les charges souvent. Donc Links nous permet de voir sur 3 mois glissants, sur 1 mois ou sur une période beaucoup plus grande comme l'année, voire plusieurs années, la charge d'un service, la charge d'une personne et d'identifier ainsi facilement la contrainte où est-ce qu'on va pouvoir avoir des problématiques et surtout quand on veut rentrer des nouveaux projets, quelle est la marge que l'on peut avoir sur le service pour pouvoir rentrer un nouveau projet. Là typiquement c'était au niveau hardware, on est sur une moyenne de 109%, donc on sait que sur l'année à venir, on n'a plus de ressources pour pouvoir traiter de nouveaux sujets. Voilà, ça donne une indication et c'est des indications que l'on communique lors de ces gouvernances. Et le dernier point, donc je disais, c'était des scénarios. Donc des scénarios qui nous permettent donc de proposer des solutions. Links est assez bien fait pour ça. Il nous permet de lisser des contraintes. Donc lorsqu'on les a identifiées, de dire on va la lisser, on va décider d'ajouter une personne de plus si on a la possibilité de le faire. Donc on peut jouer avec plein de paramètres, y compris les buffers, ajouter des nouveaux projets ou en supprimer, de façon à pouvoir avoir des scénarios que l'on propose et que l'on valide ensemble avec le comité stratégique. On va passer à la gouvernance opérationnelle. Oui, alors vous l'aurez compris, en fait, quand on a commencé à travailler avec Optim Resources, on était sur Microsoft Project et vous avez vu qu'en fait, un des premiers changements qu'on a fait, c'était aussi une des préconisations d'Optim Resources, c'est qu'on est passé sur l'usage d'un outil qui s'appelle Links, en fait. Donc, c'est une planification, c'est un logiciel de planification. C'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout et c'est de là que tout est parti aussi notre façon de réorganiser
notre gestion de projet. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on parle pas mal de Lynx, mais on ne connaissait pas, et donc c'est une ressource qui nous l'a fait découvrir, et on l'utilise aujourd'hui au quotidien. Donc en fait, Claude a parlé de la gouvernance stratégique, mais en fait la gouvernance stratégique, elle arrive un peu en bout de chaîne, pas en bout de chaîne, mais elle est régulière, mais elle n'est pas suffisante. Il faut quand même avoir une gouvernance opérationnelle régulière et dans le flux de gestion des projets pour faire vivre l'organisation. Sinon, l'organisation, à un moment ou à un autre, s'arrête et la gouvernance stratégique ne résoudra pas les problèmes du quotidien. Donc, pour faire vivre cette organisation, on a mis en place trois types de réunions, en fait, et de suivi au niveau des plannings. Donc, la première, c'était l'OBA. Donc, ça existait déjà, en fait. C'était pas nouveau chez nous, mais bon, l'OBA, c'est grande salle. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est une sorte de réunion où on essaye d'être assez factuel, qui ne dure pas très longtemps, et on fait on essaie les gens partagent des idées à travers les outils. Donc, bon, on utilise plutôt Excel, mais voilà. Donc, cette OBA existait au niveau de la réorganisation qu'on a fait avec les chefs de projet. Et ensuite, on a mis en place des revues de planning, c'est aussi important, on verra pourquoi. Et le troisième, on a créé aussi un rituel charge CAPA, qui s'avérait aussi indispensable au fil du temps, parce que bon, quand on a commencé à travailler l'organisation opérationnelle, on s'est aperçu que des fois, on avait des manques. Donc, ce rituel est venu un petit peu en parallèle, un peu décalé, mais aujourd'hui, il fait partie intégrante de notre organisation. Donc, on va prendre un petit peu point par point. Donc, l'OBA, en fait, donc c'est une réunion hebdomadaire qui est organisée, donc qui est gérée par Nicolas, qui est là, le responsable de service. Elle se fait en présentiel. L'objectif, c'est qu'elle dure maximum 1h30. Donc, les gens qui sont présents, ce sont les chefs de projet. Donc, chez nous, on en a 4. Ce sont des très jeunes chefs de projet qui ont 25, moins de 30 ans, donc qui débutent dans le métier. Ensuite, on a les programmes managers, donc Claude et moi-même, et puis on a le responsable R&D, donc Nicolas, voire même le responsable au-dessus, donc qui est le CEO, donc qui peut intervenir suivant les besoins de façon ponctuelle. Il n'est pas là tout le temps. L'objectif de cette OBA, en fait, c'est de partager déjà, dans un premier temps, les informations de la société par le management, c'est-à-dire que bon, c'est une façon de faire retomber les informations sur les nouveautés, les nouvelles, l'évolution de la société, les embauches, les départs, voilà, en fait, les grandes informations globales pour qu'on soit tous en phase à ce niveau-là. Ensuite, ce sont les chefs de projet qui vont présenter en fait l'avancement de leur projet à travers un outil, un fichier Excel qu'on voit en dessous, c'est juste une représentation, donc qui est glissant en fait, ce fichier Excel qui est glissant au fil des semaines. Donc en fait, chaque chef de projet prend la parole et donc fait vivre le fichier Excel global et présente l'évolution de ces projets en fait. Les grands points. Et ensuite, nous, programme manager, notre rôle un peu dedans, c'est de faire remonter des informations parce qu'on va voir aussi que nous, on boucle la boucle avec des responsables métiers, donc on a des informations à faire remonter vis-à-vis de notre travail avec ces responsables métiers. Donc, comme je l'ai dit, le support, c'est un fichier Excel, c'est assez simple, donc qui évolue au fil des semaines avec des indicateurs, avec donc chaque tâche en fait est un peu aussi du planning Lynx, qui est vraiment la base de notre travail. Maintenant, c'est le planning Lynx en fait, les planning Lynx des projets. Et donc le pilotage et la gestion, ce sont les chefs de projet qui gèrent ce fichier Excel. Donc ça, c'était le BA hebdomadaire. Ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait quand même faire des revues de planning. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'étais chef de projet, le planning c'est vrai qu'on le fait au début, comme j'ai expliqué, on est un peu seul à le faire, enfin en tout cas chez nous, et puis du coup après il faut le faire vivre, et c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, parce qu'on est concentré sur autre chose, et en fait finalement le planning, une fois qu'il est fait, il n'est pas réactualisé. Donc en fait on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse une revue de planning assez régulière, donc on l'a fait bimensuelle. Donc ça c'est pareil, au début on ne savait pas trop, on savait pas trop comment se positionner, on a fait des essais, donc bimensuelle. Elle se veut assez courte, donc entre 30 minutes et 1 heure en fonction des projets en fait. On fait ça avec les chefs de projet, donc c'est les programme managers qui la gèrent en fait.
On les fait individuellement avec chaque chef de projet. Généralement, c'est le vendredi, en fait. Donc, ça se cumule. Chaque chef de projet passe devant nous, soit en visio, soit en présentiel, et on examine chaque projet géré par les chefs de projet. Et c'est le chef de projet qui se concentre. Alors, l'objectif, c'est d'inciter déjà, premièrement, au chef de projet à mettre les plannings à jour. Comme je l'ai dit, c'est pas évident, en fait, on l'oublie généralement. Donc là, comme il y a cette réunion-là, généralement le vendredi matin, leur tâche, c'est ils disent il faut qu'on mette à jour nos plannings. Donc c'est déjà une bonne chose, hein, parce que du coup les plannings sont à jour. Et quand même, c'est notre base de travail. Ensuite, après le planning sous Lynx. Ensuite, le deuxième point, comme ça ne dure pas très longtemps, c'est de se focaliser sur la chaîne critique. Donc on voit un petit peu le dessous, là c'est le fichier Excel qu'on utilise en fait, hein, avec le nom du chef de projet, le projet qu'on a ausculté. Et puis ensuite, on a le buffer, en fait, le milestone buffer, la progression et puis la tâche qui est problématique. Donc, en fait, c'est vraiment de se focaliser, comme c'est court, sur la chaîne critique. Donc, on filtre le projet avec Lynx sur la chaîne critique et le premier point, on regarde le premier point de blocage, donc qui est la première tâche. Donc là, par exemple, c'était une tâche d'idéation. Et on s'aperçoit en fait qu'elle est problématique pour un certain nombre de raisons. En fait, on voit que le buffer, là c'est un projet qui débute, donc on a un buffer global qui est à 0%. Par contre, on a un milestone buffer qu'on a placé sur un élément critique, enfin une étape critique du projet qu'on veut monitorer. Donc ce milestone buffer est déjà avancé à 36%. Et donc la phase critique, c'est cette phase 2 d'idéation. Donc là, on voit avec le chef de projet. Et on essaie de trouver tout de suite une solution à ce blocage, en fait, comme on l'a dit, en fait, à ce blocage. Donc, c'est vraiment le premier travail qu'on fait. Ça va être rapide. Et ensuite, en fait, nous, on essaye de lister les commentaires parce que du coup, on voit par la suite qu'on va voir les responsables métiers. Donc, on essaye aussi de faire ce lien, de commencer le lien avec les responsables métiers. Donc, on note des commentaires à faire remonter à ces personnes-là. Donc, le support, c'est portefeuille Lynx, forcément, hein, c'est notre outil de base, vraiment, qui nous sert à remonter tout ça. Et puis, le fichier Excel glissant. Et ce fichier Excel, lui, est géré par les programmes managers. Donc, et ensuite, on le fait en feedback, on le remonte au chef de projet. La troisième étape qu'on a dû mettre en place, qui s'est vraiment avérée obligatoire, c'est vraiment pour reboucler la boucle, c'est qu'en fait, on a dû mettre en place un rituel charge CAPA. Donc, c'est bimensuel aussi. C'est tout de suite dans la foulée des revues de planning. Hein. On essaie de le faire vraiment dans la foulée des revues de planning. Ça dure 30 minutes. Et là, donc, ce sont les programmes managers qui rencontrent les responsables métiers. Donc, on en a 5 aujourd'hui. On a les affaires réglementaires, les affaires cliniques, le BE-Soft, le BE-Méca et le Core Lab. Le Core Lab qui est chez nous, en fait, un petit peu entre les méthodes et aussi le service technique qui fait tous les essais des projets, en fait. Donc, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on devait faire un point sur l'activité des ressources par service et par métier. C'est indispensable parce que du coup, quand les chefs de projet cotent les projets, ils vont voir ces personnes-là. Mais il faut un moment qu'on reboucle avec leurs responsables pour être sûr que ces personnes-là sont bien en ligne avec les projets, notamment leur capacité à mener les tâches. Donc, au départ, quand on a monté le projet, enfin les planning Lynx, on est allé voir chaque responsable métier, on a demandé de donner un pourcentage d'activité de chaque personne vis-à-vis des projets R&D. Donc, en fait, chaque personne n'a pas 100% de son temps attribué au projet R&D. Ça peut aller entre 20 et 80-90%. Mais donc ça, c'est déjà un profil qu'on met dans la base de Lynx par rapport à chaque personne. Donc là, c'est faire un point sur l'activité des ressources par métier. Donc ensuite, c'est de vérifier la cohérence des plannings avec les responsables métiers. Donc c'est sûr qu'on est bien en ligne sur les tâches qui sont attribuées à chaque personne de son équipe. Ensuite, forcément, c'est d'alerter et d'anticiper les problématiques. Hein, c'est le problème l'objectif de la TOC, hein, c'est de voir le goulot d'étranglement en termes de ressources, ce qu'on ne faisait pas avant, justement, et se faire ça sur l'ensemble du portefeuille projet. Hein. Donc, et de voir ça directement avec le responsable service. Donc, par rapport au service global, est-ce qu'il y a une surcharge, et par rapport à un individu, éventuellement. Et ensuite, à ajuster si besoin. Donc ça, on n'est pas dans la gouvernance stratégique, on est dans la gouvernance opérationnelle. On essaie de tout de suite trouver des solutions à ce point de blocage.
Si effectivement on ne trouve pas, effectivement là, on peut remonter le problématique à la gouvernance stratégique où il faudra faire ensuite des choix. Mais dans un premier temps, on essaye de gérer les choses au niveau des responsables métiers. Donc le support qu'on utilise, on utilise Lynx. On a une extraction qui sort exactement les données qu'on veut, donc sur l'ensemble des projets. Et ensuite, on met ça dans un fichier Excel qu'on a fait un peu spécifique et on en ressort en fait ce qu'on voit un peu dessous. Donc là, typiquement, c'est l'exemple, ce sont les affaires cliniques en fait, les affaires réglementaires, pardon. Et on a mis, sur chaque personne, on a extrait les heures. Et on a mis des petits critères par rapport à leur capacité leur charge, en fait, s'ils sont à 10, 15, 20%. On a mis un petit drapeau qui dit s'ils sont en surcharge ou pas. Donc ensuite, on passe chaque personne en revue avec le responsable métier, le responsable de service, et on regarde si les tâches qui sont listées sont les bonnes. Et si la personne s'avère être en surcharge, on essaye de répartir à nouveau la charge ou de l'attribuer à quelqu'un d'autre, si c'est possible. Donc, on retravaille un petit peu les plannings. On a Lynx qui est ouvert en parallèle et on retravaille les plannings. Et ensuite, l'objectif, c'est de remonter ça au chef de projet pour ensuite les informer des modifications. Et on fait ça donc tous les 15 jours. Donc là, la gestion, elle est faite par le pilotage est fait par les programmes managers. Donc, c'est par ce rituel Charge Kappa qu'on reboucle. C'est important de reboucler, qu'on revient justement à l'OBA avec ces informations et qu'on revoit les chefs de projet et que là, du coup, c'est un cercle vertueux qui nous permet justement de vraiment assurer la boucle complète de prise d'information. Donc voilà un petit peu les 3 rituels qu'on a mis en place pour assurer la gouvernance opérationnelle de notre portefeuille projet. On reprend la main du coup pour conclure en fait sur finalement la mise en place de la théorie des contraintes. En préparant le webinaire, effectivement, on s'est rappelé que tout a démarré en juin 2021. En fait, on a pris conscience de ce sujet-là au travers d'une formation avec Guillaume et Christian. Voilà, donc finalement, c'est pas si vieux que ça. Et en un peu moins de 2 ans, on a fait quand même pas mal de choses, puisqu'on est passé du concept à la transposition dans notre monde. Donc des sessions de formation, donc d'abord pour les équipes de pilotage, puis après pour les équipes métiers, puis en plus on a poursuivi par de la sensibilisation auprès des autres parties prenantes, parce que c'était important de faire prendre conscience à tout le monde, enfin au plus grand nombre de personnes des bénéfices de la théorie des contraintes, et que voilà, on adoptait une nouvelle manière de voir les choses en fait. Donc ça a été assez riche. Et puis maintenant, on est en avril 2023 et voilà, on est quand même très satisfait de tout ce qu'on a pu mettre en place. On est quand même assez fiers, on peut le dire. Assez fiers de la mise en place de ces outils, des instances de gouvernance qu'on a mis en place. On en a bien parlé. C'est vraiment des instances qui sont très importantes dans le pilotage global de tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment quelque chose à poursuivre et à affiner. On a depuis vraiment mis en place des nouveaux projets qui ont été menés de A à Z en TOC et qui sont sortis à l'heure. Alors, c'est pas magique, hein. Certains ont quand même eu de la difficulté et ont dû être un peu décalés, mais globalement, on a quand même beaucoup plus confiance dans les délais qu'on annonce et dans la maîtrise de nos délais. Et quand on discute avec la direction, ça devient un peu plus facile. En tout cas, voilà, on reprend un peu confiance dans l'annonce de nos délais. La mise en place des buffers intermédiaires, qu'on appelle les milestone buffers, là, c'est aussi un élément important là, qui nous permet de maîtriser vraiment ces projets qui durent très longtemps, donc sur plusieurs années. Donc c'est vrai que on a trouvé ça intéressant de pouvoir les morceler et donc de protéger finalement les grandes parties du projet plutôt que d'avoir un buffer en fait tout à la fin. Donc ça a été aussi un point important. Et je terminerai par dire qu'effectivement c'est une belle méthode. Enfin, il y a beaucoup d'outils, mais ça nécessite, alors je pense que c'est vrai pour n'importe quel type de méthode, mais une grande rigueur dans tout ce qu'on fait. Alors pour que ça fonctionne, il faut vraiment prendre soin de la méthode, prendre soin des plannings, prendre soin de la gestion du portefeuille. Et donc, dans la globalité, c'est vraiment quelque chose qui nécessite de la concentration, parce que on a besoin d'avoir des informations à jour, quasiment en temps réel, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, voilà, c'est un mindset aussi
à changer, en tout cas à prendre conscience de ça. Nico, en fait, par rapport je reviens un petit peu sur nos difficultés encore aujourd'hui, hein, parce qu'on en a, hein, forcément, c'est pas magique et on est dans la vraie vie. En fait, je pense qu'aujourd'hui, une de nos difficultés qui a été dès le départ et qu'on a encore aujourd'hui, c'est la priorisation, une méthodologie de priorisation des projets. Et cette méthodologie, elle est vraiment difficile à trouver. On a essayé plusieurs méthodes et ça reste encore un point chez nous, un point d'interrogation, parce que on s'aperçoit qu'on a essayé de trouver des méthodes, mais que finalement, les méthodes, c'est plus la méthode humaine d'estimation par la connaissance du projet et c'est difficile de trouver une méthodologie qui sorte un chiffre juste. Et donc là, ensuite, les scénarios montrent que c'est pas forcément la priorisation n'est pas forcément bonne au départ et on est obligé de la revoir. Donc c'est vraiment un des problèmes qu'on a aujourd'hui et qu'il faudra qu'on essaye d'améliorer par la. Tout à fait. Juste revenir aussi sur les résultats d'avril. Il y a aussi une chose que l'on peut dire, c'est qu'avant, je disais, la direction nous imposait nos dates de sortie de produit. Et là, sur le nouveau projet sur lequel on travaille, c'est la première fois où on a imposé notre date et on l'a décalé de 1 voire 2 ans par rapport à la date que nous imposait le service marketing et la direction, en leur montrant par A plus B les contraintes que l'on avait et le pourquoi on le faisait. Et ça a vraiment été bénéfique. C'est une première. C'est vraiment que l'on soit nous en disant on s'engage à sortir une machine pour telle date, mais pas avant. Et pour ça, on a de quoi vous le démontrer qu'on n'est pas en capacité de le faire. Et ça a été vraiment une première. Ouais, parce qu'on est capable, on génère beaucoup de données finalement et on arrive à objectiver énormément de choses et ça, c'est vrai que c'est des bons arguments. C'est des très bons arguments pour influencer les décisions. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a quelques questions. Avant, je pouvais redire que, tu l'as dit tout à l'heure, vous pouvez être fiers et je pense que vous pouvez vraiment être fiers sur le chemin parcouru. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire et je rejoins André en disant que on tourne encore pour… de toute façon, moi aussi, je ne crois pas au 100% machine, la boîte magique. La TOC va nous donner des guides pour nous essayer de prioriser un moment ou un autre. Il faut prendre une décision. Et même si elle n'est pas parfaite, il faut prendre une décision. Il ne faut pas vouloir garder en tout cas tous les projets. Et c'est là où c'est aussi de savoir renoncer de temps en temps. Et c'est là où ça devient un petit peu plus difficile. Ce que je propose, c'est de passer aux questions qui sont venues au fil de l'eau. Première question, déjà une question vraiment technique, c'est de vous dire combien de projets doit manager un chef de projet en moyenne. S'il y a quelqu'un qui parmi vous, peut répondre à ça. Nous, on a le maximum, ça dépend de l'ampleur du projet, mais c'est 3-4. Je ne sais pas si c'est… Vous avez des projets que vous managez vous-même aussi. Ouais. Et puis voilà. Sur le maximum Moi, après, ça reste des projets sur la même thématique, sur la même techno, sur la même machine. Donc, des projets, 3-4 projets, sachant qu'ils ne sont pas tous, ils sont plus ou moins reliés ensemble et ils sont par rapport à la même. De toute façon, un chef de projet peut vraiment gérer qu'un seul gros projet tout seul. Voilà. Il ne peut pas gérer. C'est ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il y a de tailles différentes aussi. Souvent, un gros projet et plutôt plusieurs projets secondaires. Des satellites. Voilà. Est-ce qu'on peut parler avant de prendre la question de Pierre-Jean qui va être un peu plus particulière, est-ce qu'on peut parler du niveau de détail des tâches planifiées dans Lynx? C'est une bonne question. La granularité, effectivement, qu'on donne aux tâches, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Claude, je sais pas. Oui, aujourd'hui, on s'est arrêté à un niveau 2. Donc, on est sur des tâches qui sont quand même assez grosses en termes de quantité. On hésite à passer sur le niveau 3. On a la possibilité avec Lynx d'affecter à chaque tâche des cartes et de les relier à Jira pour pouvoir rebalancer des sujets bien précis liés à une seule tâche dans Lynx. Mais on ne veut pas descendre plus bas. L'idée, c'était vraiment de s'arrêter à un niveau 2. Donc, c'est la macro-tâche, quoi. C'est la macro-tâche. La macro-tâche. Tout à fait. Ça reste encore des tâches qui vont durer 15 jours, un mois. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, en termes pour être précis. Sur des projets par rapport à la taille de vos projets. Après, du coup, c'est vrai que certains chefs de projet, quand il y a des tâches, des tickets Jira qui sont assez importants et un peu critiques, ils les manuellement, pour l'instant, ils les remettent dans leur planning avec la référence du ticket pour être sûr que ce ticket apparaisse. Mais c'est assez rare, en fait. C'est pas. On peut descendre au niveau 3 avec des cartes. On ne l'a pas encore fait.
on en a parlé, on voulait le mettre en œuvre. C'est peut-être quelque chose qui va se faire sur 2023. Ouais, juste peut-être pour 2 mots sur Jira, en fait, on a utilisé ce terme plusieurs fois. En fait, Jira, bon, c'est un outil de ticketing, hein, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un outil qu'on a mis en place chez EDAP un petit peu en parallèle de la théorie des contraintes, mais vraiment dans le but de gérer les activités donc des différents bureaux d'études. Donc ça se formalise sous forme de tickets, on affecte des ressources et puis on décrit une tâche. Et donc voilà, ça nous permet de pouvoir vraiment gérer l'activité. Donc il y a un chat en plus, voilà, on peut partager de l'information, on peut suivre un peu l'état d'avancement, mais c'est pas un outil de planification. Et donc l'outil de planification, c'est Lynx. Et donc le but maintenant, pour la prochaine étape, ça serait de faire une connexion entre Lynx et Jira. Donc c'est-à-dire que les tâches qu'on définit dans le projet, elles sont basculées dans l'outil Jira qui nous permet. Et après, donc du coup, le suivi des tâches se fait directement dans l'outil Jira, qui est un peu plus convivial, on va dire, un peu plus dynamique dans l'aspect collaboratif. Et voilà. Voilà. Sachant que Lynx, il permet tout à fait de faire le lien aujourd'hui, mais c'est bon. Avant de plonger dans cette technique et peut-être encore bouger un peu les gouvernances, il fallait déjà faire fonctionner ce qu'il y a. Sachant qu'aujourd'hui, je reformule avec mes mots, mais la façon dont Jira gère un périmètre qui va être un peu différent complémentaire par rapport aux activités projet, c'est-à-dire que dans Jira, vous gérez également des activités de la courante qui ne vont pas être pilotées par les chefs de projet. Donc, il y a un maillage qui va se... On l'a en tête, ce n'était pas la priorité, mais on l'a en tête. Voilà. Une autre question par rapport aux ressources. La question, c'est comment sont planifiées les heures pour être au plus proche de la charge réelle? Les heures de vos ressources pour avoir quelque chose d'assez proche de la vraie charge et de la vraie disponibilité des ressources. On a fixé... Déjà, on met pas 100% du temps en fait. Hein. Si la personne est à plein temps, on ne met pas 37h30 de la personne sur les projets. Hein. On laisse toujours une marge par rapport au fait qu'elle a de l'administratif à faire. Et ensuite, chaque responsable métier a attribué un pourcentage de son temps au projet. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quelqu'un qui fait des AR ne pourra pas faire que des AR projets. Il fera des AR la veille ou du dossier ou du passage MDR. Donc, en fait, le responsable service a attribué en fonction de ses ressources et aussi de ses skills, hein, parce que dans Lynx, on a la notion de ressources, donc la personne elle-même, et aussi on a le skill, donc en fait le métier, la compétence. Donc la compétence, voilà. Donc en fait, en fonction des compétences, on peut attribuer dans Lynx des compétences particulières, avec aussi si vraiment il y a des choses spécifiques par rapport à quelqu'un qui développe sous un logiciel ou pas un autre. Donc on arrive à faire ça, et ensuite on a vu avec les responsables métiers, on a attribué ce pourcentage. Et ensuite, c'est le planification TOC qui fait que les chefs de projet, quand on voit la personne, essayent de planifier la tâche suivant la TOC, c'est-à-dire de façon optimiste, sachant que... Avec la personne qui va la réaliser. Avec la personne qui va la réaliser. Et ensuite, Optime Morceau nous a donné quelques petites astuces aussi, où on demande en fait quelle est la charge la plus optimisée, et aussi quel pourrait être en fait un peu le worst case en cas de problématiques et autres, voilà. Et on fait une cote mal taillée. Non, on prend la charge. On prend l'optimiser, mais on sait typiquement, parce que des fois entre la charge et le temps et la durée, on sait très bien qu'il peut y avoir des écarts, puisque en fait ça peut s'étaler, parce que si on travaille avec une entreprise extérieure, on est dépendant de ce travail-là. Donc bon. Mais on essaye vraiment d'aller au plus près de la personne qui va coter la tâche, en fait. Donc, c'est un travail régulier des chefs de projet, d'aller voir les gens personnellement affectés. Donc, Lynx permet soit de prendre une ressource générique parmi les skills. Donc, ça, à ce moment-là, elle prend en fonction justement de la disponibilité de la personne, hein, puisque le but, c'est d'éviter le multitâche. Donc, Lynx le fait. Et si cette personne a vraiment une spécificité, le chef de projet va la choisir spécifiquement. Et à ce moment-là, on regarde justement si elle ressort en surcharge. Mais il y a les moyens d'affecter des ressources de façon générique ou spécifique. Voilà, pour conclure, ce qu'on peut se dire, hein, c'est que globalement, c'était le jeu de l'introduction. Hein. On sait que quand on navigue dans l'univers projet,
on navigue dans de l'incertitude, dans de la variabilité. Et la réflexion, c'est de se dire que après l'effort qui a été fait dans les dernières décennies pour un peu mieux maîtriser ça, et heureusement, on est plutôt maintenant, je pense, à une époque où on a besoin de s'organiser pour piloter cette variabilité. Donc certains utilisent le terme VUCA hein, pour dire le type d'environnement dans lequel on navigue. Alors c'est sûr qu'on préférerait être dans un environnement comme l'image de gauche où on sait le nombre de coups de pelle qu'il faut donner pour arriver aux 1500 mètres. Mais la réalité, c'est qu'on est plutôt dans un environnement qui correspond à l'image de droite. Hein, et continuellement, même si on a une idée de la trajectoire, il faut réadapter, redonner, savoir éviter le rocher, aller prendre le bon courant ici et continuellement se remettre en place. D'où la nécessité d'avoir des gouvernances. Alors, des constantes de temps à étudier en fonction de chaque environnement, mais des gouvernances qui sont adaptées à ces constantes de temps et que le portefeuille projet doit être régulièrement réordonnancé. Donc on va voir, ça c'est au niveau global de la gouvernance stratégique. Bien sûr, il vous faut un système d'arbitrage clair et dynamique, hein, parce que c'est ce qu'on a vu un peu au travers de la gouvernance opérationnelle. Et puis, chaque projet en tant que tel, il doit être suivi, piloté constamment. Et on voit bien aussi tout l'apport qui a été fait de l'image qu'on avait au début de session, c'était les passages de témoins, de relais, mais il faut continuellement être en train de piloter cet avancement suivant sa chaîne critique. Merci à tous. Merci. On va pouvoir vous libérer pour les Merci à tous. Et merci à nouveau Merci pour EDAP pour leur témoignage.